Lyon, bonjour. Bonjour mademoiselle. Nous vous retrouvons pour un second entretien de mars 2016, où vous êtes donc rédacteur en chef de la revue Militante. Vous allez répondre à nos questions sur différents sujets de la société, Aujourd'hui, l'entreprise de destruction de l'école. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Mondillon? Entreprise de destruction de l'école. En commençant par l'intelligence est-elle une base pour la société? L'intelligence est une base. Bien, une société où il n'y a pas d'intelligence formée, c'est une société qui court à la catastrophe. Une société sans intelligence est une société de l'indigence. Et on peut bien se demander, si ce n'est pas voulu, lorsqu'on pose la question, c'est y répondre. Ce sera une prochaine question d'ailleurs. Ce sera une prochaine question. Mais il est sûr qu'une société repose sur l'intelligence. C'est-à-dire sur la capacité des gens à savoir qui ils sont, à savoir raisonner, à avoir du bon sens, à savoir analyser les faits pour ne pas accepter n'importe quoi, avoir, disons, un sens critique et refuser toute forme de décérébration intellectuelle et morale. Donc effectivement, oui, l'intelligence est essentielle au bon fonctionnement d'une société. Et dans une société, il y a nécessairement... Une société n'est pas égalitaire, elle est hiérarchique par la nature des choses. Toutes les intelligences ne sont pas équivalentes, même si elles sont complémentaires, mais il y a des personnes qui n'auront pas les mêmes compréhensions de sujets importants. Bon, il y a une hiérarchie qui s'établit par la force des choses. Et le gros problème de nos jours, c'est que l'intelligence de ce qu'on appelle les élites est totalement déformée et même totalement carencée. Alors, ne parlons même pas de l'intelligence de ceux qui n'acceptent, de la formation de ceux qui n'accèdent pas au haut niveau de savoir. Et vous dites que la base de l'enseignement doit être aussi morale. Mais la base de l'enseignement est nécessairement morale. On parle toujours de religion, on dit on rejette les religions. Non, la religion c'est d'abord... Même l'athée, il a une religion. La religion, c'est d'abord une compréhension cohérente du monde qui vous permet de vous sentir en stabilité dans le monde dans lequel vous vivez, d'avoir un cadre stable à partir duquel vous pouvez exister, vous pouvez vivre, disons, avec une certaine sécurité et pouvoir vous hominiser, si l'on peut dire, développer votre propre personnalité. Donc, effectivement, la religion, ce cadre de conception du monde est premier pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir bien vivre dans une société. Bon, je ne vais pas entrer dans un débat religieux, mais si vous avez une société qui repose sur de fausses abstractions, sur de faux systèmes de pensée, nécessairement, qui ne sont pas en adéquation avec la réalité, il va arriver un moment ou un autre que cette société va partir de travers. Donc vous dites d'ailleurs dans un article de Rivarol, la métaphysique avant l'expérimental. La métaphysique avant l'expérimental, oui. Même si l'expérimental informe la métaphysique, mais avec le temps, parce qu'il y a une interaction, mais c'est quand même la conception des choses, la conception du monde, la vision que l'on a de l'ordre du réel, qui nous permet de marcher droit, d'être debout, ou alors de vaciller et de tomber. Le point de départ, quoi. Et c'est le point de départ, c'est le point de départ. De même que, ça se comprend très bien. Si vous voulez fabriquer un meuble, c'est l'intelligence qui va vous permettre de concevoir le plan, qui va vous permettre de savoir comment vous allez la faire reposer sur 4 pieds. C'est le plan de départ, oui. C'est le plan de départ. Si vous avez une mauvaise conception, votre meuble va être de guingois, les portes ne fermeront pas, il va tomber, il va s'effondrer. Voilà. Donc, dans la société, c'est la même chose. C'est l'intelligence qui est première, c'est la métaphysique qui est première, et l'expérience qui vient ensuite et qui informe et qui corrige et qui permet à la société de se développer. Je vais laisser Blandine poser la deuxième question. La dégradation de l'enseignement est-elle une réalité? La dégradation de l'enseignement, oui, est une réalité. J'ai pu juger personnellement, de par moi-même, à travers l'école publique à laquelle je suis allé dans les années 50, soit les années 60, et ce qui se passe pour mes enfants aujourd'hui. J'en ai vu la réalité. À l'époque, bon, ce sont des choses toutes simples.
Mais lorsque j'étais à l'école primaire, nous rentrions en rang. Il y avait en rang, Ah oui. dans les classes. Lorsque le directeur ou quelqu'un entrait dans la classe, nous nous levions. Il y avait une rigueur dans l'enseignement. On avait des leçons, on avait des devoirs, les choses étaient cadrées, étaient très claires. Aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte chez mes enfants et chez les enfants d'amis qu'on entrait dans les classes comme on voulait, on tutoyait les maîtresses, on s'asseyait comme on voulait. Les leçons, on les apprend, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait dans le temps. D'ailleurs, la grande mode, c'est de ne pas donner de devoirs à la maison. Ça c'est très vieux, c'est déjà une circulaire de 56. Mais le temps que les choses entrent... moi, j'avais de vieux instituteurs et ils ne voulaient pas entendre parler de toutes ces fadaises. Et je les en remercie. Mais vous dites que dans les années 60, il y avait tout de même une méthode globale, dite globale, qui était quelque peu inappropriée. Alors, il y avait la méthode globale. À mon époque, là encore, les vieux instituteurs ne voulaient pas en entendre parler. Mais progressivement, on a vu les résultats de la méthode globale. Les enfants n'arrivent plus à lire de manière courante, surtout n'arrivent plus à mémoriser l'orthographe, et finalement ne comprennent plus véritablement la langue qu'ils parlent. Auparavant, il y avait de l'analyse grammaticale, de l'analyse logique. C'est extrêmement important, l'analyse logique, savoir construire une phrase à partir d'une principale, d'une proposition subordonnée et autres. Aujourd'hui, l'analyse logique a quasiment disparu. L'orthographe, dernièrement, on a encore eu une réforme de l'orthographe. On écrit, je veux bien oignon, bon, mais ça fait partie de notre patrimoine, de notre façon d'écrire. On va écrire oignon, bientôt on n'écrira même plus GNON, parce que c'est trop fatigant. On écrira oignon, ONION, pourquoi pas, c'est encore plus simple. Hein. Oui, et puis le cas du circonflexe, quoi. Et le circonflexe, il disparaît, oui. Donc il y a une véritable dégradation. Mais la dégradation, elle se trouve aussi dans la manière de former les intelligences. On n'apprend plus à raisonner. Bon, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a une de nos médailles Fields en mathématiques, Cédric Villani, qui il y a 1 an ou 2, je crois, avait fait un article pour dénoncer justement le fait qu'en mathématiques, on n'apprenait plus aux enfants à raisonner. Dans le temps, je me souviens, 5e, 4e, 3e, on avait les fameux cas d'égalité des triangles et autres. On vous apprenait à construire un raisonnement avec des figures. Ça formait l'intelligence. Ça vous apprenait à mettre en ordre vos idées et ensuite, après, à pouvoir faire des raisonnements lorsque vous arriviez en seconde, en première et que vous faites des classes de philo. Lorsque vous arriviez au bac, je me souviens encore au début des années 70, le problème de physique au bac mathématique, c'était vous aviez à réfléchir sur un phénomène, en gros, vous aviez un raisonnement à construire, les questions s'enchaînaient. Aujourd'hui, ma fille aînée a passé son bac il y a 2 ans. En gros, ce sont des questions de cours. Ce sont des questions de cours ou des recettes à appliquer. Où se trouve le raisonnement? Où se trouve la capacité à réfléchir, à appréhender un phénomène, à raisonner dessus? Non, il n'y en a pas. Donc, comment voulez-vous, à partir d'intelligences qui sont en gros carencées, comment pouvez-vous arriver à produire des cerveaux qui vont continuer ce que nos pères ont fait en découverte scientifique ou autre? Ça devient très, très, très difficile. Donc, il y a effectivement une régression de l'enseignement. Alors, la régression de l'enseignement, on la trouve aussi par rapport à nos racines. Dans le temps, pendant une génération, on apprenait l'histoire, on apprenait la géographie. Il est quand même important, lorsque vous vivez dans un pays, de connaître sa géographie, de savoir les bassins fluviaux, les montagnes. Il est important de savoir d'où on vient, quelle a été l'histoire du pays, quelle a été l'histoire de nos ancêtres. On n'est pas né de rien. On n'est pas né de rien. Louis XIV et Napoléon ont été évincés des livres d'histoire il y a quelques années d'ailleurs. Oui, Louis XIV ne compte pas, Napoléon non plus. Vercingétorix né sous Louis-Philippe, par exemple. Mais ce sont des choses qu'on peut couramment entendre. Et par contre, on va vous apprendre l'histoire d'un royaume, vous savez, du Monomotapa, là-bas, à la limite du Mozambique, et puis c'est ça, oui. Un royaume sur lequel on sait relativement peu de choses. Hein. On va
vous parler de ça. On va peut-être aussi vous parler de la civilisation Nok en Afrique. Bon, mais par contre, savoir ce qui s'est passé même il y a un siècle, on ne vous en parlera pas. Donc on coupe les gens de leur mémoire, on carence l'intelligence et la capacité de raisonnement, on ne leur apprend plus leur géographie, on ne leur apprend plus leur langue, car il n'est pas anodin de ne plus apprendre la grammaire et l'orthographe. Si vous ne structurez pas votre langue, vous ne structurez plus votre pensée. Alors on nous dit toujours l'orthographe, mais c'est bête, l'orthographe c'est stupide, l'orthographe. Oui, effectivement, pourquoi telle et telle règle et autres. Mais il y a, au-delà de l'héritage que l'on assume de cette langue, les mots ont leur sens, parce que si vous mettez un accent circonflexe, souvent c'est hérité d'une racine latine, une racine grecque ou autre, le mot a son origine. Donc si vous supprimez, vous enlevez un sens, vous enlevez du sens à la langue. Mais lorsque vous apprenez l'orthographe, c'est aussi un moyen de structurer votre pensée, de vous discipliner l'intelligence, parce que vous entrez dans des cadres, dans des règles, qui vous apprennent à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas laisser vagabonder votre intelligence n'importe comment. Je prends l'exemple d'un fleuve. Un fleuve qui n'est pas endigué, il divague, il n'est pas navigable, il crée des bancs de sable. S'il y a une crue, il peut provoquer des dégâts considérables. Lorsqu'il est endigué, au contraire, il peut servir à l'homme, il peut être navigable, il apporte beaucoup plus la vie que s'il divague partout. Eh bien, l'intelligence, c'est pareil. Et l'apprentissage de l'orthographe, même si on pense qu'il est stupide de savoir mettre des Y, des PH ou autres à tel ou tel mot, c'est une manière de structurer l'intelligence, de former les gens à une rigueur. La rigueur ne s'apprend plus de nos jours. La rigueur n'existe plus. Et on s'en rend bien compte. Et on s'en rend bien compte. C'est le relativisme en toute chose, le relativisme des idées, le relativisme de l'orthographe, le relativisme des mœurs, le fait, tout est relatif. Et pourtant, il y a bien une seule chose qui demeure, c'est la réalité. La force de pesanteur, elle n'est pas relative. Si vous tombez du 3e étage, vous allez vous écraser par terre parce que la pesanteur, elle est toujours là. Eh bien, le fonctionnement des sociétés, c'est la même chose. Il y a des règles immuables, des règles saines, des règles nées de l'expérience, que l'on peut reformuler différemment d'une génération à une autre, mais qui sont toujours les mêmes. On ne les invente pas. Elles sont nées de l'expérience et de la preuve de l'histoire. C'est d'ailleurs le fond de la doctrine nationaliste que nous défendons d'ailleurs. Oui, qui se fait une pensée quelque peu pragmatique et scientifique, même parfois quand on voit des textes de Maurras ou de Paul Bourget, des choses comme ça. Et voilà. Et donc le français abandonné au bénéfice de l'anglais aussi, qui est en plus le globish. Le globish, oui. En plus, parce que l'anglais est une très belle langue. Si vous lisez Shakespeare, si vous lisez Rudyard Kipling, vous avez des tournures de phrases qui ne sont pas si simples que cela. L'anglais est une très belle langue. Mais aujourd'hui, l'anglais est une langue massacrée, une langue dévoyée. C'est un globish, effectivement. C'est 3, 4, 500 mots encore pour ceux qui savent, qui sont instruits, parce qu'avec 200 mots, vous en avez assez. Et comment se fait-il que nos enfants, qui apprennent très mal le français dès leur plus jeune âge, commencent déjà à apprendre l'anglais dès l'école maternelle ou dès le cours préparatoire? Mais c'est pas normal. Qu'ils apprennent déjà leur propre langue. Et après, ils verront. Croyez-moi, lorsque vous voyez aujourd'hui des générations qui ont été formées au biberon du globish, lorsqu'ils arrivent à 15, 16 ou 17 ans, ils ne comprennent pas plus l'anglais que leurs parents qui l'avaient appris beaucoup plus tardivement, si la langue ne les intéressait pas. Ou alors si ils vont connaître quelques injures, quelques mots qu'on entend dans des chansons de rock ou autre chose. Enfin, bon, là, ça c'est très facile. Lorsque vous apprenez une langue étrangère, souvent les premiers mots que vous connaissez, ce sont les gros mots. Oui. Ce sont les gros mots. Oui. On va passer à la 3e question. Cette dégradation de l'enseignement est-elle volontaire? Dégradation de l'enseignement, oui, elle est volontaire. C'est volontaire. On s'en rend bien compte dernièrement avec les dernières réformes qui elles-mêmes sont encouragées par le MEDEF.
Comment se fait-il qu'une dégradation de l'enseignement est encouragée par des patrons qui ont justement besoin d'avoir de gens qui sont formés tout simplement parce qu'il faut former des moutons, former des gens qui ne sont plus capables de réfléchir, former des gens qui n'ont plus la capacité du sens critique. Si vous n'avez plus de mémoire, si vous n'avez pas de culture, comment pouvez-vous critiquer les choses? Vous n'avez plus de recul. Si on ne vous a pas appris à formuler, à construire un raisonnement, comment pouvez-vous faire des critiques? Puis c'est Vous n'y aussi arrivez pas. pour avoir peut-être de petits diplômes et pouvoir être embauché à bas prix peut-être aussi. Il y a aussi, et lorsque vous regardez les tâches telles qu'elles sont construites dans l'activité économique, les gens, ça vient des États-Unis d'ailleurs, c'est très compartimenté. Les gens vont être très pointus dans un domaine et ne rien savoir à côté. Ce que l'on cherche, c'est en gros avoir des personnes, des ouvriers spécialisés dans tel et tel domaine et qui surtout ne vont pas voir ailleurs, ne vont pas avoir de vue d'ensemble qui pourrait les amener à réfléchir et à critiquer et à remettre en cause le système dans lequel ils se trouvent. C'est la spécialisation, justement. C'est la spécialisation. Il y en a un qui emballe et l'autre qui réceptionne et aucun fait tout en même temps, quoi. Voilà. Chacun son domaine. Il y a une parcellisation du travail et c'est extrêmement grave. Car il faut avoir une pensée généraliste, au moins à un certain niveau, si l'on veut avoir l'intelligence du travail que l'on fait. Puis ça sort un peu de l'habitude, ou si on fait juste un petit truc, c'est du travail à la chaîne, quoi. Voilà. Bon, là, aujourd'hui, lorsque l'on supprime le latin, lorsque l'on supprime le grec, eh bien, on supprime des moyens d'ouvrir son intelligence sur le monde et sur notre civilisation et notre culture. Et lorsque l'on n'arrête pas de nous dire que les peuples européens, les peuples blancs, en gros, ont amené le malheur sur la planète, on est en repentance permanente, eh bien, à partir de ce moment-là, si vous apportez un enseignement dans lequel vous valorisez quelque peu l'histoire des peuples, eh bien, cette destruction des peuples par eux-mêmes, comme on essaie de le faire aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Non, aujourd'hui, c'est clairement voulu. Et on s'en rend bien compte, puisque finalement, toutes les rigueurs disparaissent, au moins pour les petits blancs. Alors qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour favoriser les jeunes des banlieues, les jeunes, disons, des milieux défavorisés, ou eux, pour lesquels on réintroduit des méthodes d'enseignement qui ont fait leur preuve, des méthodes de rigueur. On va y venir. Nous allons y venir. Oui, Bon. tout à fait. Alors sur la dégradation voulue, à partir de mai 68, c'est vrai que c'était assez officiel de toute manière. Oui. Et après, on a, sur ce que vous dites pour l'enseignement des petits blancs, il y a un peu la volonté de Belkacem, ou encore plus Payon, qui l'avait affirmé en disant qu'il fallait expier le peuple français de son identité, quoi. Payon, c'est un furieux, lui. C'est un furieux. Oui, lui, il fallait couper les enfants de leurs racines, de leur père, de leur mère, pour les formater dans l'esprit républicain, en faire un nouvel homme. C'est une forme de messianisme maçonnique. Et la maçonnerie vient aussi de la Kabbale et de toutes les gnoses juives. Mais ça, c'est encore autre chose. L'école, effectivement, avec Payon et Belkacem, c'est un degré supplémentaire de destruction de l'enseignement. L'histoire a été déstructurée du point de vue de la chronologie. Maintenant, en gros, l'école est devenue une garderie. Puisque les enfants doivent, en gros, construire eux-mêmes leur savoir. Alors là, il faut m'expliquer, quelqu'un qui ne sait rien faire, qui a tout à apprendre, doit lui-même former son savoir et apprendre au professeur. On marche sur la tête. C'est celui qui sait qui enseigne. C'est celui qui sait qui enseigne et pas l'inverse. Alors que l'enseignant apprenne auprès des enfants à mieux enseigner parce que, tiens, tel enfant, ou ce que je dis ne comprend pas, c'est autre chose, il y a une interaction, mais le savoir, il vient d'en haut, il ne vient pas d'en bas. Surtout, il ne vient pas du jeune âge.
Quelqu'un qui ne sait rien ne peut pas apprendre ce qu'il ne sait pas. Il a tout à apprendre, oui. Il a tout à apprendre. Voilà. Et en même temps, c'est dévaloriser le rôle des maîtres, le rôle de l'autorité. C'est progressivement la déstructuration et la destruction des derniers éléments de la société qui pouvaient tenir encore. Nous allons passer à la 4e. Comment la destruction de l'élite française s'applique-t-elle? Alors la destruction de l'élite française se fait justement, bon, alors je l'ai dit, par cette destruction du système d'enseignement, mais aussi par le fait qu'il y a un phénomène de remplacement voulu par leur République de la population française. Alors la population française, on sait déjà, il y a 200 000 avortements par an, peut-être même plus maintenant, et il y a 200 000 entrées. Ça, c'est déjà un remplacement qui se fait tout seul, si l'on peut dire. Mais il y a autre chose. Il y a un projet en cours de substitution d'élites. Des élites françaises qui sont progressivement remplacées par des élites d'origine étrangère. Et c'est le livre de Madame Meunier-Berthelot, qui est paru il y a un an et demi à peu près maintenant, qui justement a mis à jour ce projet de destruction et de remplacement des générations. Alors déjà, dès les années 81, on avait mis en place des zones d'éducation prioritaire. Vous savez, c'était le ministère Savary, c'était au moment de... Le ZEP, on dit, oui. Les ZEP. Alors à partir de ce moment-là, on avait créé donc des ZEP qui sont aujourd'hui au nombre de plus de 1000. Et ces ZEP ont été installés non pas dans nos petits villages de campagne, mais dans les zones de banlieue où les immigrés étaient majoritaires. Bon. Alors à partir de là, on a commencé à mettre en place ce qu'on appelle de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on a commencé à favoriser l'immigré par rapport aux Français de souche. Ce qui est d'ailleurs une forme de racisme, parce que beaucoup d'immigrés, et j'en connais, n'acceptent absolument pas qu'on leur donne de telles positions de favoritisme en disant « mais moi à ce moment-là, mes diplômes, je vais les avoir au rabais, c'est me dévaloriser moi-même ». Donc en même temps, eux-mêmes ne comprennent pas très bien les réactions de ces gens-là. Mais ça, c'est une parenthèse. Non, parce que c'est de la discrimination d'ailleurs, puisqu'ils disent c'est positif, mais c'est de la discrimination quand même. Enfin. Et c'est de la discrimination, même envers eux. Même envers eux. Alors en 1999, sous le gouvernement Jospin, alors à ce moment-là, on s'est rendu compte que comme l'enseignement ne s'arrangeait pas, et pour cause, nous en avons parlé tout à l'heure, puisqu'on n'apprend plus rien, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus d'ordre, ceux qui ont des difficultés, ne serait-ce que par leurs origines linguistiques ou autres, ont encore plus de mal à s'adapter. Donc on a commencé à mettre en place des systèmes de veille éducative. Alors, commencer des veilles de... Alors, c'était pour repérer les jeunes qui étaient en difficulté scolaire. Alors, évidemment, ce sont toujours les mêmes qui sont en difficulté scolaire. Et en 2005, alors, Borloo, vous voyez, on voit la continuité entre l'UMPS, enfin, les Républicains, les socialistes, enfin, disons, tout le marigot politicien qui est... Jean-Louis Borloo, oui. Voilà, c'est même radical de gauche, lui. Oui, radical de gauche, de toute façon, vous savez... que ça aille de la droite dite de l'UMP à la gauche du Parti Socialiste, on ne fait plus trop de différence, hein, vous savez. Tout ça, c'est à mettre dans le même sac. Alors, donc, on a mis des équipes de réussite éducative qui ont été lancées par Jean-Louis Borloo et, excusez du peu, dotées d'1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros dans une période où on a toujours fait des restrictions budgétaires, c'est quand même pas mal. Et alors, à partir de là, il s'agissait d'accompagner de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité tous les enfants qui étaient en situation de précarité sociale. Donc, autrement dit, toujours pareil, les derniers arrivés, c'est-à-dire les enfants d'immigrés. Et ces programmes ont été bien mis en route. Parce qu'en 2012, plus de 600 000 enfants en avaient bénéficié. Alors c'est très bien qu'on forme, qu'on aide les gens à se former et à s'instruire. Mais pas au détriment des autres, pas au détriment des Français eux-mêmes, des Français de souche, si l'on peut dire, des Gaulois comme disent certains. Bon. Et à partir de ce moment-là,
on a créé aussi ce qu'on appelle les E2C, les écoles de la seconde chance. Les écoles de la deuxième chance, installées dans ces ZEP, dans ces zones d'éducation prioritaire ou zones d'urbanisation sensible, qu'on appelle aussi les US. On parle beaucoup dans les ministères par sigle. Bon, 85 000 jeunes en ont bénéficié. Ensuite, vous avez eu des internats éducatifs spécifiques qui ont été créés pour tous ces jeunes. Alors, ça a été lancé en 97 par Claude Allègre, vous savez, le ministre et astrophysicien qui aujourd'hui critique les dérives de l'enseignement. C'est Allègre qui a lancé ça. Et on a créé par la suite, en 2005-2008 avec Sarkozy, ce qu'on appelle des internats d'excellence. Vous voyez, toujours la même continuité. Alors, qui s'adresse, alors je cite, à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne bénéficiant pas d'un environnement favorable pour réussir leurs études. Et on a créé des collèges, on en a créé un à Sourdin, à côté de Provins, dans une caserne désaffectée. On en a créé à Montpellier. On a donc créé des lycées d'État, et il y a 20 000 places qui sont réservées à ces internats d'excellence. Aujourd'hui, en 2015, vous en avez 26 en France. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ces écoles-là, quelle méthode d'enseignement va-t-on donner? Eh bien, on va réintroduire les notes. On va réintroduire l'apprentissage de la grammaire, l'apprentissage de l'analyse logique, l'apprentissage de l'histoire, l'apprentissage du raisonnement. On va faire des remises de prix avec cérémonie. Enfin, on rétablit tout ce que l'on a détruit ailleurs. Tout ça, en gros, pour favoriser une population bien caractéristique, bien ciblée. Vous dites que ça vise à la création d'une élite étrangère. Et ça vise à la création d'une élite étrangère en France. Car ces gens-là, vous n'en ferez jamais... Bon, la laïcité républicaine, ça ne peut fonctionner... C'est une déviance de la laïcité chrétienne, mais ça ne peut fonctionner que dans un monde qui a des fondements chrétiens. À partir du moment où vous avez des gens qui ont un autre système de pensée, un autre repère, ils ont une autre religion, justement ce que je disais au début, eh bien, musulmane pour le coup, la laïcité, c'est cotère sur jambe de bois. Hein, ça glisse comme l'eau sur une vitre. Donc, vous êtes en train de constituer une autre élite à part, qui saura d'où elle vient, qui saura, elle, qui elle est, et qui va se constituer contre le français de base, le français de souche, avec cette idée en plus que s'ils sont là et s'ils ont connu des difficultés, c'est parce que le français, l'européen, au cours du 19e siècle et du 20e siècle, leur a apporté la misère avec la colonisation. Oui, on va les instrumentaliser en plus. On va les instrumentaliser. Hein. Lorsqu'on n'arrête pas de... On entend encore aujourd'hui que des discours comme quoi la France a appauvri l'Afrique, que la France s'est servie sur l'Algérie et autres. Eh bien, je rappelle tout simplement que l'Algérie française, c'était 5000 km de voies de chemin de fer, c'était des milliers de kilomètres de routes, c'était l'assèchement de la Mitidja, c'était le développement d'industrie. Et quand on regarde le livre de Daniel Lefebvre, Chère Algérie, on portait encore l'Algérie à bout de bras parce que c'est un pays qui était en pleine création. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Fondé par les généraux français, c'est un pays qui n'existait pas. C'est un pays qui n'existait pas. C'est ce que disait d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était Messal Liach qui disait « J'ai cherché l'Algérie dans les cimetières, je ne l'ai jamais trouvé ». Mais aujourd'hui, il y a tout ce discours anticolonialiste, anti-européen, dans lequel on instrumentalise ces gens-là. Et on retrouve encore cette idée de la fameuse République universelle. La République universelle, comme je ne cesse de le dire, c'est un régime qui est en France, mais qui n'est pas de France, qui s'est posé sur la France. Et on en voit le résultat aujourd'hui. La France, en gros, d'ailleurs, en 1789, en 1792, pour être français ou républicain, il suffisait d'adhérer au principe républicain. On nommait des Anglais comme députés à la Convention. Par contre, le Français qui refusait de l'accepter, les règles de l'anti-France républicaine, eh bien, c'était un moins que rien. C'était le Vendéen. Alors qu'il était naturel français, oui.
Voilà, c'était en gros lui aussi tiens, c'est curieux, un intermédiaire entre l'animal et l'homme. Et justement, l'origine de cet enseignement, vous citez 1793 avec le projet Le Pelletier. Le Pelletier, Ensuite, Ferry, oui. Jules Ferry, anticlérical, Jules Ferry etc. anticlérical qui coupait les racines. Jusqu'au projet Jean Zay. Jusqu'au projet Jean Zay qui visait encore à couper à créer une véritable école, disons, républicaine qui coupait les gens de leurs racines. C'est ça. Qui coupait les gens de... C'est l'origine de notre enseignement qui a encore plus dégénéré aujourd'hui. Oui, qui a encore plus dégénéré. Et je pense que si nous avons eu un bon enseignement sous la Troisième République, c'est d'une part parce que la France n'était pas encore, vivait encore sur ses acquis, mais c'est aussi parce qu'il fallait que l'enseignement public soit de qualité pour concurrencer l'enseignement privé. Oui, il y a eu de ça, oui. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, l'enseignement privé, surtout l'enseignement privé hors contrat, sous contrat, c'est peu de choses là, identiques à l'enseignement public, avec peut-être une sélection par l'argent, et puis en même temps peut-être une plus grande discipline intérieure. Et encore. Oui, c'est la seule différence. Dans la destruction de l'enseignement, il y a eu Richard Descoings aussi. Il y a eu Richard. Ah ben là, de Sciences Po. Là c'est autre chose, c'est à Sciences Po. Là, ouais. Là c'est à Sciences Po. Ben, là encore, la discrimination positive. La discrimination positive. On a fait passer des concours au rabais aux jeunes des banlieues pour pouvoir les intégrer à Sciences Po. Oui, il avait eu ça, c'est vrai. Et toujours avec des aides sociales aussi, enfin, oui, des avantages sociaux. Et des avantages sociaux, disons, qui reviennent, à mon avis, à mépriser la capacité de ces gens-là à réussir. Aussi, oui, c'est ça. Il y a discrimination négative pour le français de souche et une discrimination positive pour eux. Mais même quand vous regardez l'enseignement de Sciences Po, c'est un enseignement assez superficiel finalement, qui cherche à fabriquer des élites mondialisées. D'ailleurs, Descoings est mort en dégénéré un peu. Pour l'affaire qu'il y a eu. Oui, il est mort dans des conditions assez curieuses. Et c'était un personnage qui n'avait pas des mœurs très, très catholiques, même s'il a eu des obsèques religieuses, je crois que ça c'est un supplice. Ah oui, il a eu des obsèques. Là, c'est comme quand je vois à Sciences Po, la Sorbonne, je veux dire, ce qui est catholique, c'est la croix tout en haut. C'est la croix tout en haut, oui, voilà. Ouais. Oui, Descoings, il est mort drogué, avec une affaire d'inverti. Une affaire d'inverti, oui, des choses très sordides et très louches. C'est ça. Mais il faut bien voir que dans toutes nos écoles aujourd'hui, même dans les écoles de commerce ou autres, on ne cherche pas à former des ingénieurs français ou autres, on cherche à former des élites mondialisées, des gens qui seront les petits soldats du mondialisme. Oui, c'est ça, et qui parmi les plus aptes d'entre eux feront partie à terme de la superclasse mondiale qui est par nature apatride. Mais le but, c'est de... Oui. Tant qu'on est antiraciste, c'est bon, quoi. Voilà. Oui. On peut ne pas savoir écrire, c'est pas grave. Oui. Il faut juste être... Puis il suffit d'être un bon agent du système, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon citoyen républicain, c'est tout. Bon citoyen républicain et surtout citoyen du monde. Oui, surtout du monde. Oui. Citoyen du monde. Un McDonald's dans le Sahara, et puis... Oui. Alors, on passe à la question suivante, la 5e, que vous avez effleurée. Oui, dans le cadre actuel, est-ce qu'on peut faire confiance aux écoles privées ? Alors, effectivement, là, j'en ai déjà dit 2 mots. Les écoles privées sous contrat sont des écoles qui sont quasiment des écoles publiques qui ne disent pas leur nom depuis la loi Debré de 1959. À partir du moment où les écoles ont signé un contrat et qu'elles reçoivent de l'argent de l'État, elles ne sont plus libres. À partir du moment où les maîtres doivent recevoir un agrément de la part du gouvernement, de la part de l'État, du ministère de l'Éducation nationale. De l'Éducation nationale, ils ne sont plus libres. Les programmes finissent par être ceux de l'Éducation nationale. Donc aujourd'hui, entre l'école publique et l'école privée sous contrat, il n'y a pas de différence, à part quelques pôles d'excellence particuliers bien précis et qui coûtent très cher, mais où souvent on achète plus la discipline et la qualité de l'environnement scolaire plus que la qualité des programmes. Il y a juste une petite autorité présente. Après, c'est un enseignement chrétien moderniste, quoi. Oui, on mélange un peu
les religions et tout ça. Voilà. Et puis d'autant plus que dans beaucoup d'écoles catholiques, vous avez des gens d'origine musulmane qui mettent leurs enfants, justement parce qu'ils ont le souci de la qualité de la formation de leurs enfants, et ils pensent en les mettant là obtenir quelque chose. Et comme l'Église aujourd'hui a perdu le sens du prosélytisme et le sens de la charité première qui est de convertir les âmes, elle ne tente même pas de mettre un crucifix ou de montrer leur foi. Ce qui est fort, oui. Oui, ce qui est fort. Si on peut dire. Alors, il reste maintenant les écoles hors contrat. Alors les écoles hors contrat se développent. Justement, une dernière question, que doit-on faire? Justement. Donc effectivement, si l'on veut s'en sortir, puisque c'est encore autorisé en France, on peut créer des écoles hors contrat. Alors il y en a un certain nombre qui se sont créées. Et ça se développe même, surtout dans le primaire. Après, ça devient plus difficile pour le collège et surtout pour le lycée. Les lycées hors contrat, il y en a relativement peu. Donc, il y a les écoles de la fraternité, oui, c'est ça. la fraternité Saint-Pédis, il y a l'école Saint-Dominique du Pec, il y en a quelques-unes. Pour les écoles catholiques, il y en a d'autres qui ne sont pas spécifiquement catholiques, mais bon, disons, en gros, c'est l'enseignement catholique. Et je me demande si aujourd'hui on maintient quand même ces écoles catholiques qui font grincer les dents du ministère de l'Éducation nationale, de la déséducation nationale, devrait-on l'appeler, rue de Grenelle. C'est le fait qu'il y a à côté des écoles hors contrat juives et des écoles hors contrat musulmanes. Pour les préserver, Pour les préserver, si l'on s'en prend aux écoles catholiques hors contrat, comment s'en prendre aux écoles catholiques hors contrat et laisser à côté les écoles juives? Donc à mon avis, je pense que de ce côté-là, les écoles juives protègent un peu les écoles catholiques. À moins qu'un jour ils trouvent un joint. Parce ils pourraient toujours trouver un petit truc. Ils trouveront toujours un petit truc. Par exemple, que dans certaines écoles catholiques, on parle trop du maréchal Pétain, par exemple. Par exemple. Un exemple. Ou qu'on ne dise pas assez de mal de la France de l'État français. Que d'aucuns appellent le régime de Vichy. C'est ça. Et le problème, c'est que dans les écoles hors contrat, il y a une dérive qui se fait progressivement aussi. C'est que comme il faut passer les concours d'État, eh bien, d'une manière ou d'une autre, on cherche à caler les programmes sur ce qui est demandé aux examens, ce qui est demandé au bac. Et j'ai pu constater que progressivement, il y avait une certaine dérive, disons, moderniste dans l'enseignement hors contrat pour mieux coller au programme. Alors que la meilleure des choses à faire, c'est de former, dire voilà ce que vous devez savoir pour votre formation personnelle, qu'est-ce que vous devez savoir pour être un homme, et voilà ce que vous devez savoir pour passer votre examen. C'est déjà former les jeunes politiquement, c'est leur apprendre où en sont les choses, et qu'eux-mêmes puissent obtenir leur diplôme tout en restant eux-mêmes. Alors il faut faire extrêmement attention à tout cela. Vous savez, c'est l'histoire des animaux malades de la peste. Tout le monde n'en meurt pas, mais tout le monde est atteint, d'une manière ou d'une autre. Donc les écoles hors contrat, elles-mêmes, à mon avis, doivent se surveiller, et il faut être très vigilant sur celles-ci. Donc, et évidemment, il appartiendra aux parents d'être les premiers éducateurs et de former leurs enfants. Mais plus les générations passent, moins les parents ont été formés. Puis après, il y a le problème de cherté et de ceux qui parfois laissent dans l'école publique leurs enfants, mais fait que ça les dégénère, et donc ils se révoltent contre les parents. Et ils se révoltent contre les parents. Et en plus, la situation est telle qu'effectivement, les enfants qui sont dans des écoles hors contrat catholiques sont en rupture avec la société civile, et parfois, si on ne sait pas leur expliquer les choses d'une manière assez claire, il arrive qu'il y en a qui basculent complètement en réaction contre l'enseignement qu'ils ont reçu. Ah oui, ça peut aussi, oui. Et ce sont des choses qui arrivent, ouais. Ce sont des choses qui arrivent aussi. Alors évidemment, et la première chose à faire, mais bon, là c'est un vœu pieux, ça serait de supprimer le ministère de l'Éducation nationale qu'il existe, et surtout, il faudra instaurer le chèque scolaire, pour que chacun puisse envoyer ses enfants dans les écoles où il veut. Et en même temps, rétablir, disons, une certaine autonomie des diplômes.
Et je pense que même s'il y avait une autonomie des diplômes qui ne soient plus exactement des diplômes publics, on arriverait à avoir des filières d'excellence qui seraient reconnues quand même par l'activité économique, par les patrons, parce que de toute façon, in fine, c'est l'efficacité qui compte. Et on se rend bien compte aujourd'hui que quand même, les enfants qui sortent des écoles hors contrat, malgré les préventions que j'ai dites, sont quand même assez recherchés dans les entreprises et dans l'industrie, car bien souvent, il n'y a pas photo. Mais il est vrai que c'est cher. Il est vrai que c'est cher, ça demande d'énormes sacrifices aux parents. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde, même s'il y a des systèmes de bourse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi demander des aides, même pour l'école en contrat, c'est vrai. Voilà. Et après, vous dites qu'il y a aussi le cas de l'école à la maison. Alors, il y a aussi le cas de l'école à la maison. Alors ça, l'école à la maison est très encadrée, malgré tout. Alors, on peut comprendre qu'il y a effectivement parfois des dérives funestes, des parents qui retirent leurs enfants de l'école pour les soustraire à tout et pour ne pas les enseigner. Bon. Mais l'école à la maison demande un énorme effort de la part des parents. Parce qu'il faut que ce soit des parents qui soient eux-mêmes formés, qui soient capables d'enseigner à leurs enfants, au moins dans les petites classes et même dans des classes plus avancées, parce que vous avez toujours, en tant qu'élève, sauf si vous êtes un super génie, des moments où vous bloquez, et si vous n'avez personne pour vous débloquer, pour vous apprendre, vous donner la petite étincelle qui va vous permettre de passer l'obstacle, vous bloquez. L'école à la maison est quelque chose d'assez difficile et qui n'est pas réservé à tout le monde non plus. C'est une solution, mais oui, pas c'est une solution au cas par cas. Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Donc le but, c'est de former une nouvelle génération, cette fois enracinée et bien éduquée, quoi. Ben bien sûr, oui. Il faut tout est à reprendre. Aujourd'hui, la France est quasiment par terre et il n'y a que des petits restes un petit peu partout. Bon, la France vit dans quelques cœurs ardents, disséminés, dans quelques minorités inaccessibles au découragement, mais il faut bien voir que nous avons tout à reconstruire aujourd'hui. Donc, envoyer ces enfants dans une école hors contrat, même faire des dépenses énormes pour les instruire hors du système public, c'est faire acte de militantisme. C'est faire acte de militantisme. Même ceux qui ne peuvent pas s'engager dans une action politique, déjà, rien que de faire ça, il faut un acte militant important. Car il faut rétablir l'enseignement de l'histoire, il faut rétablir la rigueur, c'est une rigueur d'intelligence, de formation, disons, ce qui permet de faire des hommes. Ce qui permet de faire des hommes. Et j'irai même plus loin en disant que l'enseignement, s'il était complet, il ne serait pas uniquement intellectuel, mais il serait aussi manuel. Il serait aussi manuel. Si vous prenez la règle de Saint-Benoît, elle alliait la réflexion spirituelle, la réflexion intellectuelle et le travail manuel. Et c'est l'alliance des trois qui nous a permis de lier l'intelligence et l'activité manuelle pour inventer, pour créer, pour expérimenter. Si aujourd'hui vous méprisez le travail manuel ou vous n'apprenez plus aux enfants à fabriquer ne serait-ce qu'un objet en menuiserie, simple ou autre, eh bien, l'intelligence aura toujours une faille, aura toujours un manque. Car croyez-moi, c'est autre chose que d'écrire, de tracer des traits sur faire un plan ou autre, et prendre une varlope, raboter une planche en 3 dimensions, avoir l'œil qui vous permet de bien savoir où vous tracez, comment vous avancez votre outil, après affûter un outil, creuser une mortaise ou autre. Croyez-moi, ça fait appel à d'autres ressources de l'intelligence qui, si elles ne sont pas exercées à l'école, bien, nécessairement peuvent provoquer des catastrophes. Vous allez avoir des intellectuels brillants, mais qui n'ont aucun sens du réel. Oui, c'est plus que de la spéculation après, c'est ça. Ce n'est plus que de la spéculation. Donc il faut pouvoir introduire les deux. Bon, aujourd'hui, c'est pareil, l'histoire du collège unique, c'est quelque chose qui doit disparaître. Qui doit disparaître. Vous avez des pays comme la Suisse qui n'ont pas cette erreur-là. En Suisse, vous avez toujours l'apprentissage. L'apprentissage, c'est une des plus grosses filières. Vous commencez par apprendre un métier, et par la suite, vous vous perfectionnez, vous apprenez. Les Suisses, aujourd'hui, sont-ils plus stupides que les Français? Sont-ils plus ignorants que les Français? Je ne le crois pas. Ce sont des gens qui ont encore énormément de bon sens. Ce sont des gens qui savent d'où ils viennent, qui
qui savent qui ils sont. Les intellectuels en Suisse ont bien souvent une formation manuelle, et ça vous donne des gens de grande valeur. Bon, je parle des Suisses, mais on pourrait trouver d'autres exemples. Surtout, ne pas mépriser le travail manuel, c'est quelque chose qui devrait être introduit. Oui, alors que ça a été méprisé ces dernières années, et laissé d'ailleurs finalement aux halogènes, quoi. Oui, voilà. Les Français ont déserté, Les Français on leur a dégoûté de la chose, et maintenant ils sont plus manuels du tout. Voilà, mais au point que nous n'avons plus de filière industrielle en France. Oui, c'est-à-dire que c'est standardisé, comme on dit, ils préfèrent travailler dans les bureaux. Mais voilà, mais en même temps, ça détruit tout ce qui constituait la base de l'industrie. Parce que si vous n'avez pas de gens qui savent faire de la machine à outils, qui savent même ne serait-ce que limer, croyez-moi, avec une lime, et arriver à faire une équerre dans un morceau de métal à l'œil, c'est extrêmement formateur. C'est ce qu'on apprenait dans le temps dans les ateliers. Bon, toutes ces choses-là, aujourd'hui, sont disparues. On est en train de couper la chaîne d'un savoir-faire millénaire. C'est comme le service militaire à rétablir. À la limite, il faudrait établir un truc d'obligation de faire éboueur pendant 2 semaines. Enfin, j'en sais rien, vous voyez. Le service militaire, là, c'est encore autre chose. Le service militaire, normalement, devrait être rétabli. Ne serait-ce que parce que c'est effectivement formateur. Bon, comme on dit vulgairement, crapahuter, ça vous met en rapport avec la réalité de la nature et la réalité terrestre. Ça vous permet de vous dépasser. Lorsque vous êtes en caserne, ça vous fait côtoyer d'autres personnes. Ça vous apprend une certaine forme de camaraderie. Ça vous fait mûrir. Et en même temps, je pense que l'on pourrait rajouter aussi l'apprentissage de la défense, de sport de combat, de maniement d'armes. Un citoyen libre, c'est quelqu'un qui sait se défendre. Et il n'y a pas uniquement que les garçons qui doivent le faire, les femmes aussi doivent apprendre à se défendre. Croyez-moi, il y aurait sûrement beaucoup moins de viols si les femmes savaient faire quelques prises de close combat ou autre. On irait moins les agresser dans la rue. Alors on me dira, c'est pas du tout féministe ou féminin, non. C'est simplement l'ordre des choses. D'ailleurs, dans les vieilles nations germaniques, les femmes se défendaient lorsque le camp était attaqué. Au Far West, c'est pareil, les femmes prenaient le fusil. Bon, mais la formation d'un être complet passe aussi par l'apprentissage de la défense et évidemment savoir manier une arme. Effectivement, mais pour savoir manier une arme, avant, il faut d'abord former l'intelligence et former la réalité des choses. Et des êtres responsables. Oui, parce que voilà. Il ne s'agit pas de faire le barjot. Voilà. Évidemment, ce n'est pas dans le système en déliquescence dans lequel nous sommes que les choses vont s'arranger. De toute façon, la nature a horreur du vide, et bon, à un moment ou à un autre, il se passera quelque événement, et le rôle des nationalistes, c'est de former l'outil qui permettra de remettre la France sur les rails à l'occasion de ces événements. Surtout. Voilà. Après, il y a des petites choses, on n'a pas parlé des distinctions école de garçons, école de filles, ou les mères poussées hors du foyer, ou les choses comme ça, mais enfin, c'est des sujets de société qui corroborent un peu la chose. Qui corroborent un peu la chose, effectivement, les filles n'ont pas le même avancement de développement intellectuel que les garçons. Jusqu'à un certain âge, ils sont plus en avance que les garçons, ils mûrissent plus vite. Donc pourquoi les laisser ensemble? Pourquoi les mettre ensemble? Oui, si la biologie fait que... Voilà, et de toute façon, les garçons et les filles ont toujours su se retrouver dans la vie. Même en dehors des écoles. Même en dehors des écoles, mais bien sûr. Bon. D'ailleurs, c'est peut-être même à l'époque où garçons et filles étaient séparés qu'ils se rencontraient le plus, qui se rencontraient le plus, oui, effectivement, et puis qu'il n'y avait pas de dévoiement du mariage. Aussi. Donc tout ça, c'est très relatif quant au travail de la mère au foyer. Il faut en dire 2 mots. Une femme très instruite, qui instruit ses enfants à la maison, quel beau métier. Mais il faut que ce soit considéré comme un travail social. Parce que la plupart des femmes que l'on envoie travailler, croyez-vous qu'une femme qui travaille comme caissière, une femme qui travaille comme secrétaire sur un écran d'ordinateur toute la journée, elle se développe, elle se valorise? On peut se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'il faut amener toutes les femmes à rentrer au foyer, mais bon, il faut bien comprendre que bien souvent, on envoie la femme au travail pour, en gros, comme diraient les marxistes, pour faire de la plus-value sur son dos.
Oui, ou les Rockefeller aussi. Ou les Rockefeller aussi, oui. Disons, on pouvait taxer que la moitié de la population avant que Avant, les on femmes pouvait taxer travaillent. que la moitié, maintenant les femmes travaillent. Voilà. C'est bien le libéralisme. Voilà. Donc, les femmes qui veulent rester à la maison pour élever leurs enfants doivent le pouvoir. Or, aujourd'hui, tout est fait pour les pousser à aller au travail. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il est à peu près quand même évident qu'un enfant, dans ses 3 premières années, se développe beaucoup mieux lorsqu'il est avec sa mère. Et la mère profite beaucoup plus de ses enfants. Et s'assume beaucoup plus elle-même en tant que femme que si elle est obligée au bout de 3 mois de retourner au travail et puis parfois à faire des choses, disons, aliénantes. Donc, voilà, il y a un tas de choses qu'il faut revoir. Les choses ne se font pas dans la contrainte, mais seulement les choses s'orientent et permettent aux gens de se réaliser à la nature elle-même, enfin disons, aux déterminations naturelles des êtres, des sexes et des personnes de se mettre en place d'elles-mêmes. Voilà. Ça, c'est tout un programme réaliste, un programme naturel de ce qui a toujours existé. À nous de l'adapter à l'époque actuelle et de refuser le constructivisme destructeur dans lequel on est actuellement. Très bien, on va terminer avec la petite conclusion. Dans les prochains entretiens, on pourra voir d'autres sujets, comme une réponse nationaliste à François Hollande, la France, un sol, un sang, un destin, l'alternative à la crise mondialiste et à la crise agricole. 4 dossiers en préparation à voir donc. Et comme d'habitude, en fin d'entretien, on renvoie vers la revue Militant. La revue Militant, donc, qui paraît 11 fois par an, numéro de 16 pages, de la couleur. Des articles sur l'économie, des articles sur le social, des articles de géopolitique. Et la revue Militant, se trouve dans quelques librairies à Paris, comme la librairie Fractal, la librairie Notre-Dame ou la librairie Duquesne. Coûte 5 € Au numéro. Voilà. Et si vous voulez vous abonner, on peut s'abonner à 25 € pour 6 mois ou 59 € pour l'année. À la boîte postale Militant, boîte postale 154 75 010 Paris. Et on retrouve donc les renseignements aussi sur le site internet revue-militant.fr. Revue-militant.fr. Voilà. Donc merci à vous, ami Gondillon. Merci Florian. Merci. Merci Monsieur Gondillon.